avec ma bouche qu'avec mes mains. Mais arrêtez, je suis plus doux au micro que pour faire de la poterie, par exemple. Je voulais dire, oh là là. Faites attention. Mais on dit des choses ici qui n'ont aucune. Ça ne m'effleurerait même pas l'esprit. On vous a jamais vu faire de poterie. Faites attention des dérapages, David. Oui, mais lui, c'est par la ouais, police. il y a dérapage contrôlé, mais lui, c'est l'inverse. Mais c'est difficile de faire un cadeau à Cécile. Qu'est-ce qu'elle n'a pas? Un défaut. Je lui offrirai un défaut, peut-être. Elle adore les bagnoles. Moi, je vous dis les bagnoles. C'est sur cette phrase que je vous laisse. Je ne pourrai jamais avoir mieux. Je vous laisse. Je vais chanter une chanson. Lèche, bot, blues, je fais le lèche, bot, blues. Pas du tout. C'est quelqu'un d'intelligent. Il a une conscience. Il est doué. C'est tout. Il a le don de découvrir des joyaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, c'est Mickaël Sadoun qui est avec nous, chroniqueur politique et consultant. Bravo! Allez, bravo, bienvenue. Avec Bruno Pomar, bravo, ancien membre de Rennes et maire de Bellecour. Que de sérieux. Vous savez quoi, j'ai décidé de vous applaudir maintenant quand vous arrivez à l'antenne. Cécile de Ménibus qui mérite. Bah oui. Bon. Philippe David, non, il n'y en a pas. Oh bah je me Allez les amis, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui au sommaire. On va revenir sur ces plus de 30 millions de Français qui sont touchés par ces cyberattaques au ministère de l'Intérieur, le SFR et hier les services du groupe La Poste, toujours en cours ce mardi. Le suivi des colis et l'accès à certains services bancaires reste compliqué, voire impossible. Et on vous pose cette question. Cyberattaque à répétition, craignez-vous la fuite de vos données? Vous dites oui à 83%. Vous avez été victime d'une cyberattaque et des données ont été saisies. Venez témoigner au 0826 300 300. Moi je le crains, mais je pense une chose, les peines sont beaucoup trop légères par rapport à ce qu'elles devraient être. Et puis la question du soir, de un petit peu plus de 21% à presque 43%. La Chine relève brutalement ses droits de douane sur les produits laitiers européens. Un choc tarifaire qui frappe de plein fouet les exportateurs français de crème. Deuxième fournisseur du marché avec 50 000 tonnes expédiées chaque année. Et on vous pose cette question. Taxe chinoise sur les produits laitiers européens, l'Europe doit-elle riposter? Vous dites oui à 80%. Vous voulez réagir le 0826 300 300. Moi j'estime que l'Europe devrait riposter, mais l'Europe ne fera pas parce que c'est l'Allemagne qui dirige et qu'elle veut continuer à vendre des machines-outils et des berlines de luxe dans l'empire du milieu. Allez, on est ensemble jusqu'à 19h30. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le grand débat. La Poste a été victime d'une cyberattaque. Le mode d'emploi est bien connu. Un hacker envoie des milliers de requêtes simultanément sur un site cible pour le saturer. Objectif, rendre la plateforme de l'entreprise inaccessible pour ses utilisateurs. Le déni de service n'est pas une attaque pour voler des données, c'est une attaque pour rendre un service inopérant. L'acteur est seulement payé par un commanditaire pour donc casser ce service pendant un certain temps. Ça entaille la qualité du service rendu, la réputation de la cible. Les vraies voix Sud Radio. Avec cette question cyberattaque à répétition, craignez-vous la fuite des données? Roland est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Roland, bonsoir, bienvenue Roland. sur Sud Radio. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Salut. Bonsoir. Alors, est-ce que ces cyberattaques, finalement, vous laissent penser que vos données aujourd'hui sont éparpillées façon Pulse un peu partout dans le monde? Ah bah moi je le crains, et ce qui s'est passé avec ces cyberattaques à répétition, pour moi c'est extrêmement grave, et ça montre une chose, ça montre encore une fois la faiblesse de l'État. On a malheureusement une faiblesse de l'État sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, Oui. et on a aussi une faiblesse de l'État sur le plan numérique. Comment pouvez-vous imaginer, comment on aurait pu penser la France, le top 10 d'une puissance mondiale, que l'envoi des colis de Noël soit paralysé? Moi c'est quelque chose qui m'inquiète énormément, et à l'heure où le gouvernement nous impose la dématérialisation de la carte vitale, la dématérialisation de la pièce d'identité et ainsi de suite, moi j'ai été en question de me demander est-ce que par exemple mes données sont en sécurité, et ça relève, pour moi c'est une prérogative essentielle de l'État. Il y a eu quelques jours le ministère de l'Intérieur qui a été quand même victime aussi d'une cyberattaque. Ce qui semble surréaliste, soyons clairs. Hein. Mais c'est totalement surréaliste, mais ça doit poser pour moi une question. Est-ce que in fine, l'État, la France est tenue? Et pour moi, la réponse est non, l'État n'est pas tenu. Et quand j'entends les réactions des politiques et de ceux qui sont au gouvernement, mais pardonnez-moi, mais c'est très léger. Il y a Roland Lescure qui a, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, qui a dit « Non, mais vous inquiétez pas, la seule réponse qu'il y a eu, c'est 2 minutes, c'est de dire « Vous inquiétez pas, faites comme si vous pouvez pas avoir le suivi des colis, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. »
Non, mais c'est très léger. Alors, en même temps, je vois pas ce qu'il peut dire d'autre. Hein. Moi, je trouve que rassurer. Je pense que dans cette période à 2 jours avant Noël, à la veille du réveillon, c'est de rassurer les Français, c'est de dire, écoutez, nous mettons tout en œuvre avec toutes nos unités, avec toutes nos équipes. Mais encore une fois, il n'y a pas ça. On a un gouvernement, pardonnez-moi, mais qui encore une fois est très léger, qui subit. En fait, on a un État, une France qui subit et à l'heure des superpuissances, vous avez la Chine, pour moi c'est catastrophique. Ils subissent aussi les attaques. Très mauvais signal. Ouais. Non mais moi je trouve que vous êtes quand même un peu dur avec l'État. Je veux bien qu'on tape dessus. En permanence, ça devient un petit peu lourd, très sincèrement. Ce qui se passe à la Poste, ce qui se passe ailleurs dans d'autres grandes entreprises, les entreprises aussi doivent être capables de sécuriser leur système. Alors on ne peut pas dire que c'est la faute du ministre de l'économie, là, jusqu'à preuve du contraire, hein. Ou bien il faut me le dire. Par contre, que les dispositifs du ministère de l'Intérieur travaillent évidemment pour éviter tous ces dérapages, je pense évidemment à l'OFAC, à l'Office anti-criminalité, qui fait du boulot. Ils ne sont pas assez nombreux, mais ils font quand même du boulot. On ne peut pas systématiquement taper sur l'État, sur tous ces sujets-là. C'est un petit peu trop fort, je trouve. Bon, sur Beauvau, j'ai eu une indiscrétion. Il paraît que le responsable de la sécurité informatique s'appelle Bruno P. Ceci explique peut-être pourquoi ils ont été piratés. Non mais bougez pas, Roland, bougez pas. Simon est avec nous, 0826 300 300 de Perpignan. Bonsoir Simon. Bonsoir Simon. Oui, bonsoir Cécile et Philippe. Oui, bon, mais déjà je vais répondre à monsieur Bruno Pomar, qui défend, on ne sait pas trop pourquoi, l'État. Parce qu'il est fonctionnaire. Le fonctionnaire ne demande pas d'être mouton. Le gouvernement est responsable, un point, c'est tout. La responsabilité, ça doit s'assumer. Ouais. Déjà, premièrement. Et les cyberattaques, de toute façon, même si tout le monde, les intermédiaires sont responsables dans une infime partie, c'est quand même hyper dangereux. Quand on voit tous les appels téléphoniques dérangeants pour vous proposer des pages publicitaires ou et tout et n'importe quoi, par les mails où beaucoup de gens se font attraper, quand c'est pas même des faux messages comme quoi vous êtes poursuivi par la justice. Bon, il y a quand même des choses qu'il faut réaliser. Il n'y a pas moyen de toute façon de signaler tout ça, donc ça veut dire qu'il y a une organisation de toute façon qui ne se fait pas, donc il y a effectivement une responsabilité générale. Voilà, donc c'est inacceptable, c'est tout. Le problème, Michael Sadoun, que les mecs très très forts sont dans le camp d'en face, c'est ça notre problème. Évidemment. C'est-à-dire que moi, je ne rends pas l'État français responsable pour les attaques qu'on reçoit. Je les rends responsables pour ne pas avoir favorisé des acteurs de chez nous qui auraient pu devenir aussi grands que des Microsoft, etc. Regardez, en France, on a un grand acteur qui s'appelle OVH. Il y a un partenariat, là, Google Thales, là, qui est aujourd'hui un cloud souverain. Il faut que ça se mette en place. Oui. Et puis, on a des acteurs déjà qui n'auraient pas besoin de s'appuyer sur des acteurs extérieurs. OVH, on aurait pu miser dessus. C'est un très grand acteur de l'hébergement en France. Même moi, j'ai travaillé récemment avec une entreprise qui s'appelle O2Switch. Je ne sais pas si c'est de la pub que je dis ça ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est un hébergeur qui s'efforce de faire du cloud en France. Ils ne sont pas assez aidés par l'État français. C'est des entreprises qui devraient avoir automatiquement tous les marchés publics, etc. Or, qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, pendant le Covid ? Toutes les données du ministère de la Santé, qui sont des données archi stratégiques, on les a emmenées exactement aux États-Unis et c'est Microsoft qui les a récupérées. Donc c'est une catastrophe. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là qu'on a laissé partir à l'étranger avec des salaires mirobolants, il aurait fallu que nous, en disant on en prend 10, on les paye ultra cher, mais ils restent là. Mais évidemment, on aurait dû retenir les meilleurs éléments, les ingénieurs des Français qui aujourd'hui sont partis dans la Silicon Valley et qui font les fortunes de demain, qui sont payés parfois des dizaines de millions par an. Par an. Donc il faut se rendre compte quand même l'environnement qu'on a en France. Je ne sais pas combien ça va nous coûter, mais ça va nous coûter cher. Roland, écoutez, c'est très simple. En moyenne, IBM a fait un rapport sur ça. Les fuites de données, ça coûte en moyenne 5 millions de dollars. Roland, vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je suis entièrement d'accord. Je rejoins aussi Bruno Pomar quand il dit que, bien sûr, tout n'est pas la faute de l'État. C'est pas ce que je veux dire. Bien sûr, il y a les équipes cybersécurité, tous les départements cyber des grandes entreprises qui doivent aussi mettre en œuvre pas mal de choses. Mais quand vous voyez, et c'est un sujet un peu annexe, mais quand vous voyez Air France qui a noué un partenariat pour Internet avec Starlink, absolument, ça rejoint ce que dit Michael Sadoun. C'est encore une fois, c'est une perte de souveraineté. Pour moi, c'est une perte grave de la souveraineté française. Excusez-moi, 30 secondes. Mais c'est une perte choisie. Mais bien c'est sûr, là qu'il y a le problème. Bien sûr. C'est l'Europe qui choisit. C'est que quand on perd une souveraineté, parce que par exemple un autre pays récupère des mines de métaux rares, etc. Là, vous avez perdu sur une bataille ou tutti quanti, mais là vous le donnez directement. Donc c'est
c'est pas une perte de souveraineté, c'est une perte volontaire et délibérée, ce qui est encore plus fou à mon avis. Roland, Simon, merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu et merci beaucoup de votre témoignage. On fait une petite pause et on revient dans un instant avec un spécialiste justement de la cybersécurité. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus et toujours ce numéro de téléphone 0826 300 300. C'est open bar chez nous, soyons clairs et puis surtout parlons vrai. Open bar mais il n'y a rien à boire. Oui. Okay. On annule. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe Doménibus, Philippe David. Et autour de cette majestueuse table presque de Noël, hein, oui. C'est presque de... Ah mais je trouve que le pull de Bruno Pomar est magnifique. Ouais. Il est super, hein. Je sais pas à quoi ça ressemble, je sais pas ce que ça Non, veut je peux dire. pas le dire, c'est une marque. Ah d'accord, bah le dites pas alors. Mais c'est super, ça fait un peu secte. Bon, ça m'évoque un peu autre chose, mais bon. Ouais. Vas-y, dis-le. Bah, moi je trouve qu'on dirait une comment ça s'appelle comment on dit quand vous faites une radio de poumon. J'ai l'impression que c'est une radio de poumon. Bon Bah vous êtes malade, hein, il faut vraiment aller. Parce que là, moi, je sais pas. J'ai peut-être l'esprit mal tourné. Ouais, allez, on revient, les amis, sur cette cyberattaque à répétition avec cette question, craignez-vous la fuite de données? Visiblement, vous dites oui en majorité, Philippe. À 83%, donc une majorité nette. Avec notre invité pour en parler, qui doit être quelque part sur ma conduite, avec François Veriden qui est avec nous, membre de la French Tech et fondateur de Skyfall Protection, qui ambitionne en tout cas de porter cette démocratisation urgente pour la cybersécurité. Skyfall. François, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit Skyfall? Si. Ah bon, d'accord, oui. ok, très bien. Ça rappelle James Bond à Bruno Pomar. Ah oui, moi j'ai des références assez limitées, mais elles sont là. Quoi. François Veriden, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis Ludovic sera avec nous dans quelques instants. Comment on explique que le ministère de l'Intérieur, que la Poste, que SFR, que des géants en tout cas de ce monde puissent être une manière ou d'une autre à des attaques et puissent être attaqués si violemment? Alors bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, c'est effectivement une problématique qui est identifiée depuis déjà un certain temps et pas qu'en France. Il me semble déjà avoir dit que la question était de savoir quand et pas est-ce que. Aujourd'hui, c'est toujours la même problématique, c'est-à-dire que vous avez le gendarme et vous avez le voleur. Le voleur a toujours un temps d'avance sur le gendarme. Oui, c'est clair. La solution par rapport à effectivement à l'attaque de la Poste, en réalité, c'est qu'il n'y en a pas réellement. C'est-à-dire que quelqu'un qui initie tel que ça a été des requêtes pour aller saturer des serveurs et les faire planter, il n'y a pas vraiment de solution à cela. C'est-à-dire que, hormis déconnecter, attendre que ça passe et identifier qui en est à l'origine, il n'y a pas de solution. Voilà, si je devais faire un parallèle pour essayer d'imaginer un peu pour les auditeurs et les auditrices, c'est vous êtes sur une autoroute, vous avez le péage qui sature, vous avez plus de barrière qui s'ouvre, et ça plante et puis rien qui se passe. Quoi. François Veriden, certains disent que ce serait possiblement un groupe qui travaillerait pour la Russie. C'est plutôt pour ce type d'action des groupes mafieux bien organisés ou à la solde d'un État, alors la Russie ou un autre, soit dit en passant. Et surtout, qu'est-ce qu'ils cherchent? Et qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est de mettre le bazar ou c'est de voler des infos? Tout dépend de la typologie de l'attaque et de la finalité. Alors effectivement, ça a été revendiqué par un groupe qui s'appelle No Name 56. C'est ça. Concernant l'attaque de type DDoS pour la Poste. Donc là, très clairement, c'est désorganisé. À l'approche des fêtes, plus de colis qui passent, services bancaires. Alors il n'y a pas eu que la Poste de mémoire, mais je crois qu'il y a eu d'autres établissements bancaires qui ont été impactés par cela. Voilà. Concernant le ministère de l'Intérieur, là, si j'ose dire, c'est plutôt à l'intérieur que l'attaque provient, et c'est un gosse, si j'ose dire, de 22 ans qui en est à l'origine. Oui, qui a été interpellé d'ailleurs. Oui, qui a été, qui est présumé innocent, je le rappelle pour le moment, mais qui effectivement serait à l'origine. Et là, c'est lié à l'hygiène informatique des agents. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire transmettre des codes. Salut, c'est quoi le code pour accéder à cette application-là et le transmettre en clair, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Quoi. Allez, restez avec nous, François. 0826 300 300. Bonsoir Valérie, bienvenue. Oui, bonsoir Cécile. Votre avis sur ce sujet, est-ce que ça vous fait peur, vous, en tant qu'individu?
Alors moi, en tant qu'individu, oui, et puis de par mon métier, parce que je suis infirmière, et on s'aperçoit que... Donc vous avez accès à des informations confidentielles, c'est ça ? Tout à fait. Nous avons accès à des données confidentielles par rapport à nos patients. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'en fait, on impose maintenant aux patients, on leur impose les résultats de laboratoire sur Internet, le dossier médical partagé. Et en fait, toutes ces données médicales se retrouvent sur le net, en fait. Et on se dit, en fait, mais qui peut s'en servir puisqu'elles sont piratées. Il y a eu des piratages dans les hôpitaux, il y a eu des piratages récemment sur les données de sécurité sociale. Donc on voit bien que ça peut être utilisé. Par qui ? Pourquoi ? C'est quand même inquiétant. Oui. C'est vrai que c'est inquiétant. Oui. Bougez pas Valérie, bougez pas parce que ça n'arrête pas de sonner. 0826 300 300. Ludovic est avec nous de Mont-de-Marsan. Bonsoir Ludovic, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Philippe, bonsoir Evrevoix. Oui, moi, en travaillant dans l'informatique, je rejoins votre intervenant qui disait que en fait un cambrioleur il repère avant d'agir. Et là c'est pareil, ce qu'on nous demande nous c'est avant tout faire de la prévention, de faire attention à toutes les différentes failles. Ça peut venir de n'importe où. Il faut sensibiliser, faire de la prévention, suivre les recommandations de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et après, en effet, ça peut venir de n'importe où, de l'intérieur, de l'extérieur, même à titre personnel. Sur le dark web, on peut retrouver des données volées, soit à titre pour faire des faux papiers d'identité, soit pour demander des rançons. Il existe différents types d'attaques. Il y a des nids de service, les ransomware, le phishing, etc. Voilà, Ludovic, vous êtes en train de dire, c'est que même sans le vouloir, c'est ce que disait aussi un peu François, sans le vouloir, on peut donner des informations, nous, quand on travaille dans une entreprise, et se faire et permettre d'ouvrir une porte pour qu'ils s'engouffrent, c'est ça ? Ah oui, tout à fait. Il suffit par exemple d'une mise à jour qui ne soit pas passée sur un pare-feu d'entreprise et c'est fini. Il y a des repérages qui sont faits 15 jours avant, par exemple par des hackers. Voilà, on ne sait pas qui se soit introduit et après ça part. Mot de passe qui n'est pas assez sécurisé. Il y a des recommandations de 12 caractères minimum, chiffres, lettres majuscules, minuscules, caractères spéciaux. Il faut faire ça, même à titre personnel. Ça part souvent d'une bêtise, un petit oubli, mais voilà, ce qu'il faut avant tout, c'est faire de la prévention, en effet, pour limiter les risques de perte ou de vol de données, parce qu'on sait très bien les incidences que ça a, notamment sur les PME. En 2023, il y a eu des millions de perdus par les PME, ne serait-ce que pour reconstruire leur système d'information. Absolument. Il y a même des sociétés, on l'a dit, qui ont déposé le bilan parce qu'elles n'avaient pas les moyens de récupérer, en tout cas, leurs données. Merci beaucoup, Ludovic, pour votre témoignage. Merci beaucoup François Veriden d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de la French Tech et fondateur de Skyfall. Merci à vous. Protection, vous restez avec nous, on fait une petite pause et on fait une petite pause avant d'accueillir le ministre, on peut. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et moi, je suis de mauvaise foi. Et je dis ça, je dis rien. Et si vous étiez ministre du commerce, par exemple, et c'est Alain Delion qui est avec nous, qui est notre nouveau ministre du commerce. Alain Delion, et non Delon. C'est pas mal. Elle était bonne, hein ? Elle était très bonne, elle était très bonne. Mon cher Alain, bienvenue sur Sud Radio. Monsieur le ministre, j'ai envie de dire. Bonjour les vrais voix. On est ravis de vous accueillir pour la première fois, pour votre première interview. Quelle va être votre première proposition ? Ayant une conscience environnementale développée et voyant ce qui se passe actuellement avec le Mercosur, les agriculteurs dans la rue, où il y a un vrai problème économique, donc en tant que ministre du Commerce, je me dois de faire que la France puisse vendre au mieux ses produits. Donc, on va travailler sur le développement durable, les circuits courts, que les agriculteurs puissent développer un produit à partir des AMAP, donc au moins assurer une vie pour nos agriculteurs qui ne se retrouvent pas à la rue, les rapprocher des écologistes
parce qu'il y a actuellement un conflit avec l'écologie politique, l'écologie décroissante, l'écologie coercitive, l'écologie punitive. Non, moi je parle de la vraie écologie, celle qui est là pour aider les gens à se rapprocher au maximum de l'environnement et que l'environnement puisse correspondre au mieux avec les besoins des populations. Ouais, donc aujourd'hui, il est génial ce ministre. Ouais, c'est un ministre écolo, ouais, enfin bon, un peu radical je trouve. Hein. Non mais le local c'est bien. Non, oui, mais comment voulez-vous avec le local, moi je suis du rural, nourrir tout le monde, c'est pas possible. C'est ça le problème. L'idée est bonne, non. Mais en soi... Non, déjà assurer du local pour que les agriculteurs puissent assurer leur vie, parce que pour le moment, vous êtes en train de perdre vos emplois, on est en train de détruire vos cheptels et compagnie, on est en train de faire une cassure dans la société où, justement, il y a cette réaction que vous venez d'avoir, où vous croyez que les écologistes, on vous a dit non, il y a des gens qui ont récupéré l'écologie et qui ont fait n'importe quoi. Moi, je parle des vrais écologistes. Les vrais écologistes, on discute avec les agriculteurs, on discute avec tout le monde. On n'est pas là, on n'est pas vos ennemis, on est là pour essayer ensemble de voir comment est-ce qu'au mieux, il est très modéré, demain avancer. Oui, il est très modéré. Mais derrière, moi, je suis d'accord avec vous pour dénoncer le Mercosur. Hein. Je m'oppose à ce genre d'accord de libre-échange qui mettent nos agriculteurs en concurrence déloyale avec des pays qui n'ont évidemment ni les mêmes normes, ni les mêmes standards économiques. Mais il faut voir que derrière ça aussi, il y a la question du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que comment on fait passer ces accords-là en expliquant que les gens vont moins payer dans leur panier de courses, ce qui n'est pas faux quand même, parce que la mondialisation a quand même permis aux gens d'avoir un peu plus d'abondance dans leur assiette. Donc derrière ça, il y a une réponse à trouver pour savoir comment les gens vont pouvoir consommer localement tout en faisant vivre quand même les agriculteurs. Peut-être faire des choix. Peut-être faire des choix aussi. Entre c'est compliqué. mieux manger pour être... peut-être changer de téléphone tous les 4 ou 5 ans plutôt que tous les 2 ans et manger de la viande française de qualité. C'est raccourci ça. Ah bah non, c'est pas un raccourci, c'est vrai. Il a raison. On n'a pas de problème de fin de mois. Mais non, mais attendez. Il a raison. Mais voilà, merci Michael. Ça prend une partie du panier du consommateur. Bien sûr. Attends, des téléphones à 1500 balles qui tiennent 2 ans. Non, faites pas la comparaison. Est-ce que vous êtes allé acheter des produits dans un bio? 20 secondes. Ça peut m'arriver, mais moi j'achète dans le petit commerce. Oui, mais donc moi j'achète dans le petit. Moi je peux me le permettre, il y a plein de gens qui ne peuvent pas se permettre. Excessivement cher, mais le petit commerce n'est pas si cher que ça. Et je me souviens d'une chronique de Philippe David l'année dernière sur Sud Radio qui donnait des prix dans les boucheries, etc. Et c'était pas si élevé. Tu te souviens ou pas? Je m'en rappelle. Merci monsieur le ministre. Merci en tout cas, vous étiez... Ils sont très bons nos ministres. Moi je le dis, regardez nos ministres. Il y a de quoi faire un gouvernement. En tout cas d'avoir accepté cette invitation et ce rôle. Vous revenez quand vous voulez, dans un instant, seul contre tous. Philippe, vous serez contre les œufs? Contre les deux, mais je vais être d'accord avec Éric Coquerel. Et à 100% d'accord. Et le deuxième, c'est Mickaël? Oui, ça va être sur pourquoi les centristes doivent quitter LR, d'après moi. Voilà, ça va râler dans un instant. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Minibus, Philippe David. Nous avons autour de cette table Mickaël Sadoun, que vous connaissez bien ici chez nous, consultant et spécialiste en économie quand même. Il est fort en économie. Un petit peu, j'ai un petit background. Non, mais ouais, quand même. Il est bon. Un spécialiste des blagues. Vous avez le choix entre Philippe David et Bruno Pomar. J'allais dire David Pomar, mais non, Bruno Pomar. On va faire un duo d'ailleurs, un one-man show, un duo show. Un two-man show. Bien sûr. D'accord. Allez, ils seront le 3 au caveau de la Huchette et le 4 au théâtre des Deux Ânes. Alors là, ce sera parfait. Vous avez ou les Deux Ânes ou le Pain d'Air. Dans les deux cas, il y a un truc. Bon, je peux arrêter votre cirque. Allez les amis, tout de suite, seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Et on démarre par Philippe David. Philippe David, vous dites que Éric Coquerel a raison. Eh bien écoutez, on l'écoute, c'était ce matin. Le fait de ne pas avoir censuré M. Bayrou en février dernier, le fait de ne pas avoir censuré M. Lecornu en septembre, fait qu'il n'y a pas eu de retour aux urnes. Nous, on souhaitait les présidentielles, vous le savez, parce qu'on pense que tout procède de là, anticiper, de façon à ce que les Français tranchent. Et le peuple, c'est toujours la solution. Alors, moi je suis d'accord avec Éric Coquerel, je sais que mes acolytes vont pas être d'accord avec moi, vous Cécile, je ne sais pas, c'est que je pense que la solution en cas de blocage, qu'il n'y ait pas de budget, que ça parte vraiment, que le pays soit bloqué, ce n'est pas une dissolution, c'est une démission du président de la République. Parce que j'estime que l'homme qui a amené le pays au blocage, c'est lui.
parce que personne ne l'a obligé à dissoudre le soir du 9 juin 2024. Il l'a fait un peu comme un gamin qui est pas content quand il perd, qui prend son jouet et qui l'envoie dans le mur. Alors même s'il avait une idée derrière la tête, en se disant le RN va gagner, et donc comme le budget est infaisable, ils vont se planter, et comme ça, ils sont cuits pour 20 ans. Manque de chance pour lui, ça s'est pas passé comme ça. Et moi, j'estime qu'il y a l'esprit et la règle, comme dans le sport, hein, il y a l'esprit et la règle, et j'estime que l'esprit de la Ve République dit qu'en cas de blocage, si le président de la République est responsable du blocage, il doit en tirer les conséquences en donnant sa démission, et c'est pas fréquent que je sois d'accord avec Éric Coquerel, mais là, je suis d'accord avec lui. C'est terrible d'entendre ça de la voix de Philippe David. Je ne sais même plus quoi répondre. Parce que vous n'avez pas d'argument. Non, parce que quand les Français doivent trancher, quand les Français ne sont pas contents, on retourne aux urnes. Mais retourner aux urnes, ça veut dire refaire les législatives. Parce que les premiers représentants des Français, ce sont les députés. C'est pas le président de la République. Alors tu t'en prends au président de la République, je veux bien que tu l'aimes pas, c'est tout à ton honneur. C'est pas que je l'aime pas, c'est que ça change, pour moi il est pas à la hauteur. Non, mais ça change absolument rien. Je veux dire, ce qu'il faudrait, c'est une vraie majorité à l'Assemblée nationale, ce qu'on n'a pas depuis les lustres, on le voit bien, c'est le bordel. Depuis 2022. Trois gros blocs et on n'arrive à rien faire. Donc à un moment donné, on revient aux urnes, le RN était d'accord, les autres un peu moins, parce qu'ils ont tous peur de perdre leur poste, évidemment. Ça, c'est vrai. La gamelle est bonne. Là, on est d'accord sur ce point-là. Et donc je pense que tu t'égares totalement en pensant que le président de la République va démissionner et puis tout va aller mieux après. J'y crois pas du tout. Bah écoutez, je vais pas être d'accord avec Bruno Pomar et je serais pas d'accord non plus avec Philippe David. Alors là, comme ça, au moins c'est clair, personne n'est d'accord. Donc moi, je pense que les Français ont voté en 2022 pour Emmanuel Macron. Maintenant, désolé de le dire, ils vont manger leur pain noir jusqu'au bout parce que c'est comme ça que sont faites les institutions. Et ceux qui appellent à la démission fragilisent les institutions qu'ils occuperont peut-être eux-mêmes demain. Donc je pense que c'est pas une solution du tout. Non, franchement, tu serais mieux que beaucoup d'autres. Merci. Donc t'es dans la course pour moi. Et ensuite, ils ont revoté pour les législatives et désolé de te dire qu'ils ont recédé, alors cette fois c'est plutôt vers Bruno, ils ont recédé au barrage républicain et ils n'ont pas voulu de majorité pour aucun parti, y compris le Rassemblement national, alors que clairement la majorité des Français veulent ce genre d'idée au pouvoir. Donc moi j'aimerais que les Français assument un petit peu leur vote. De toute façon maintenant, on est à 1 an et demi des élections présidentielles, donc dans 6 mois la campagne est commencée, plus on s'en approche, plus une demande de démission ou de réorganisation d'élection ne servira à rien. Qu'est-ce que tu proposes ? Pour le moment, on reste en stand-by et de toute façon dans 6 mois c'est la campagne. Donc ça y est, dans 6 mois les Français pourront commencer à trancher. Moi qui ne dis jamais rien dans cette émission et qui voilà, moi je pense que ça créerait un précédent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'après vous aurez un président ou une présidente de la République, dès que ça n'arrive pas, vous demanderez sa démission. Alors, je vais vous prendre un caprice démocratique. Je vais vous prendre un exemple. 1969, le général de Gaulle convoque un référendum. Il prévient les Français, si vous ne me donnez pas de majorité, je démissionnerai. Et il a démissionné. Moi, on n'est pas à 1969. Calme-toi, s'il te plaît. Oui, alors attendez, je conclue. Il a démissionné suite à une législative qu'il avait gagnée et il n'a pas démissionné sous les coups de pied au cul, entre guillemets. Alors que là, si Emmanuel Macron part maintenant, c'est quand même dans certains contextes. Pour vous montrer à quel point je suis un 5e République canal historique, j'estime qu'après De Gaulle en 1969, Mitterrand aurait dû démissionner en 86 quand il a été minoritaire. Alors je ne lui demande pas de démissionner en 88 parce qu'il l'avait déjà pas fait en 86, en 93. J'estime qu'en 97, Chirac aurait dû démissionner quand il a dissous et qu'il est battu, parce que j'estime que, contrairement à ce que pense Bruno Pomar, les deux élus les plus proches des Français, c'est tout en haut, le successeur du roi de France, celui qui a le bouton nucléaire, le président de la République, et ça va faire plaisir à Bruno Pomar, monsieur le maire ou madame le maire, la maire, d'accord, parce que c'est l'élu le plus proche. Mais les députés, je peux vous dire un truc, on sort dans la rue, on fait un micro-trottoir, je vous parie qu'il n'y a pas plus de la moitié des gens qui connaissent le nom de leur député. C'est normal quand tu vois le bordel qui... Non, au-delà du fait qu'ils connaissent ou non le nom des députés, quand tu vois le bordel que c'est l'Assemblée nationale, et ce qu'on a... Pardon, je t'en prie, c'est catastrophique, donc les gens ne considèrent même plus leurs députés. Non, mais on peut avoir un député catastrophique et connaître son nom. Je pense que ça n'a pas toujours été le cas, Philippe. Je pense qu'il y a une époque où les députés étaient plus connus parce qu'il y avait, tu sais, cette consolidation avec le maire député. Aujourd'hui, les députés, ils sortent de nulle part. Avec la Macronie, c'est des mecs qui viennent de la société civile, personne ne les connaissait. Ils viennent 2 ans, ils repartent chez eux. Est-ce que vous seriez sur le cumul des mandats, mais pour des petites communes? Alors moi, j'étais totalement contre au début. Moins de 3000. Voilà. Moi, j'étais contre quand il y a eu le cumul des mandats. Et en fait, je trouve qu'effectivement, on a perdu, c'est-à-dire qu'on a des députés pour les petites communes. qui sont complètement déconnectés.
On peut être député et maire de Belleflou, par exemple. Ouais. Oh, j'aurais pu l'être. Mais j'ai refusé. Je suis impur, moi, vous savez, les amis. Non, mais l'autre, il se croit dans un film. On aurait dit Alain Delon. J'adore. Il se fout de ma C'était gueule. la meilleure conclusion. C'est vrai. Allez, le chrono est terminé. Michael Sadoun, les LR doivent écarter les centristes de la direction du parti. Eh oui, une fois n'est pas coutume, j'ai écouté Xavier Bertrand à la télé, ce qu'il a dit ne m'a pas plu. Donc il parlait notamment de la commission d'enquête visant la radio de service public et la télé de service public. Et notamment Charles Aloncle, le rapporteur donc de cette commission, en disant il se fait taper sur les doigts. Il se fait taper sur les doigts. Moi, je trouvais qu'il était génial et qu'il était dans la bonne attitude. Mais voilà, on est au moins d'accord sur ça. Mais Xavier Bertrand lui a tapé dessus en disant qu'il n'avait pas la bonne attitude et qu'il était dans une posture de procureur par rapport à Delphine Ernotte et l'audiovisuel de service public. Et il fait suite à un propos qui contredisait Nicolas Sarkozy, qui parlait d'une fin du barrage républicain contre le Rassemblement national. Donc, de manière générale, si vous voulez, ces propos me gavent un petit peu. J'en ai marre de cette droite qui parle exactement comme l'extrême gauche, qui se comporte exactement comme l'extrême gauche, qui préfère le sectarisme de France Inter aux excès qu'on peut trouver, évidemment, sur CNews. J'en ai marre de cette droite qui n'a pas envie de s'assumer. Si Xavier Bertrand se sent plus du centre, s'il est plus enclin à voter pour les communistes que pour le Rassemblement national, qu'à cela ne tienne, il n'y a aucun problème. Qui l'oblige à faire le contraire? Mais simplement, je trouve qu'il devrait quitter LR. Aujourd'hui, LR est à la croisée des chemins. Soit ils se font totalement absorber par le bloc central, parce qu'Édouard Philippe va se droitiser, donc soit ils fusionnent avec lui, soit ils se droitisent un peu, et pourquoi pas, ils vont chercher une alliance ou une primaire avec Sarah Knafo ou autre. Moi, je considère que c'est la seconde stratégie qui doit primer. Mais est-ce qu'il s'est pas un peu perdu en tapant sur le RN? De toute façon, aujourd'hui, il est obligé de garder cette ligne-là. Il est obligé, oui. C'est le seul qui a tapé comme ça. Peut-être qu'il s'est un peu perdu, mais maintenant, il a plus sa place pour moi chez les Républicains. Donc les Républicains devraient se délester de ces élus centristes qui les plombent depuis des années et des années, qui les empêchent de faire une stratégie gagnante. Donc voilà. Ouais, ils ont le cul entre deux chaises, c'est vrai un peu ça. Mais non, mais c'est vrai. Alors, ils vont même tomber par terre, les chaises, elles sont trop Ciotti a été honnête au moins depuis le départ. Oui, il a été honnête. Je prends cette direction et j'y vais. Alors, moi, j'ai 3 points d'écart de divergence avec Michael Sadoun. Vous allez voir. Le premier, pour moi, ils n'ont pas à les virer. Au cas où, c'est à eux de partir. Parce que je tiens quand même à rappeler une chose, c'est que Bertrand et Pécresse ont déjà quitté les LR une fois. Mais c'est ça. Si les LR les ont récupérés, c'est pas pour les virer alors qu'ils étaient déjà partis. Ce serait vraiment un imbroglio totalement grotesque. Ça, c'est le premier point. Il faut s'adapter. Deuxième point, il y a un parti de droite qui s'est créé au moment de 2024, ce qui s'appelle l'UDR. Vous parliez de Charles Aloncle. Si les gens sont pas d'accord et veulent une alliance avec le RN, ils ont une chose à faire. Pas rester chez LR, aller chez Ciotti. J'ai pas dit une alliance avec le RN. Oui, mais pas d'ostracisme avec le RN. À demi-mot. Le troisième point, c'est que, rappelons-nous, les LR, c'est le changement de l'UMP, créé en 2002 à la demande de Jacques Chirac. L'UMP, d'ailleurs, c'est drôle, avant, ils avaient un acronyme qui avait fait rire pour une élection, c'était l'URC, l'Union du Rassemblement et du Centre. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Moi, ça me faisait penser à Hulk, vous savez, le gros musclé. Et donc, ils avaient dit que c'était le Rassemblement et le Centre, chose parfaitement synthétisée par Charles Pasqua, qui avait dit, vous me permettez de prendre l'accent, le REPR fournit les militants et l'UDF fournit les élus. Ça résumait exactement ça. Donc, les LR, c'est un parti de centre-droit. Il n'a pas de raison de virer les gens qui étaient partis et qui étaient revenus. Ou alors, c'était pas la peine de les reprendre. Désolé, ils se disent héritiers du gaullisme. Le gaullisme n'a rien de centriste. Excusez-moi, voilà. Le LR qui se réclame d'héritier du gaullisme, ça c'est du pénal, c'est tromperie sur la puissance de droite. Non, je pense qu'il y a une droite qui est complètement perdue, quoi. Elle est à la rue totale. On regarde, quand on regarde les deux têtes, Wauquiez, Retailleau. C'est la cata, les mecs. Ils s'aiment pas, mais ils sont plutôt cohérents. Mais comment veux-tu déjà avoir un noyau LR et puis essayer d'agréger autour? Mais c'est difficile de se dire dans le même parti à la tête que deux personnes ne s'apprécient pas. Ces mecs, ils ont des luttes d'ego, ils ont des melons, mais qui. Bon, mais ça, c'est la politique, j'ai envie de te dire. Macron, Attal et Philippe, les trois, ils se détestent entre eux. Je te dis, moi, Ciotti, au moins, a eu une ligne. Il s'est barré les LR. C'est bien ce que je pense. Ah, mais je suis d'accord, Ciotti. Et une deuxième chose, quand même, parce qu'il faut revenir. Il y a une blessure avec LR.
Cette blessure, c'est 2008. C'est le traité de Lisbonne, quand Sarkozy et Hollande s'allient pour s'asseoir sur le vote des Français du 29 mai 2005. Et ça, rien que pour ça, pour moi... Ça, c'est une blessure démocratique, oui. C'est une blessure démocratique. Mais c'est pas LR, c'est le parti qui a trahi avec le PS la volonté des électeurs. D'ailleurs, regardez une chose, hein. Les électeurs ne s'y sont pas trompés. Anne Hidalgo, 1,7% à la dernière présidentielle. Valérie Pécresse, 4,7%. T'es dur, parce que Fillon, il a failli passer. Donc les gens, je pense, ils n'ont pas trop tenu rigueur à LR. C'était une fracture, si tu veux, démocratique, mais ça n'était pas un plomb pour LR. Mais les amis, est-ce que c'est parce qu'on ne comprend plus rien finalement? Oui, je pense aussi. Je pense que les gens ne comprennent plus la ligne. En fait. Je vais dire un dernier mot, une chose très intéressante a été dite par Mickaël. Est-ce qu'on demande dans la rue des gens en disant les LR, la ligne des LR, c'est quoi aujourd'hui? La ligne des LR, ils disent droite modérée. Les gens, ils disent droite modérée. Mais en revanche, je vois plus une union avec Horizon, par exemple, qu'avec l'UDR. Je vois plus une union avec Horizon, avec le parti d'Edouard Philippe. Je sais pas, tu regardes Lisnard, ou tu regardes Aubert, ou tu regardes Bellamy, qu'est-ce qu'ils ont à faire avec Horizon? Ah ben ça, on est bien d'accord, c'est bien. Rien du tout. Mais c'est à eux de clarifier et d'aller à l'UDR, par exemple. Peut-être, maybe. Tout ça pour dire que trop de mini-partis tue les partis. C'est sûr et certain. Ça devient très compliqué. C'est sûr et certain. C'est beau, non? Quelle belle analyse. Mais c'est sûr. C'est fou tout ça. C'est vrai, l'essence d'un parti. Vous avez remarqué, ça vient d'une femme. Je dis ça, je dis rien. Allez. Il est dur. J'ai le droit d'avoir des propos. Oui, mais quelle femme. Ah, quelle femme, c'est fou. Et puis il y en a deux, Ménibus. Allez, voilà. Allez les amis, vous restez avec nous dans un instant. L'info en plus avec ce Noël 2025 qui pourrait être le plus froid depuis 15 ans, avec des neiges un petit peu partout en France et des routes déjà bloquées dans certaines régions du sud-ouest. On va en parler dans quelques instants. Et n'oubliez pas, parce que nous allons vous offrir un cadeau dans quelques instants. Je vais aller le chercher sous le sapin et on le fera en retour de pub. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et très bien entouré avec Bruno Pomar aujourd'hui, avec Mickaël Sadoun, essayiste, éditorialiste et... J'ai changé de coiffure. Mais quoi? Il est où le Père Noël? Il est derrière? Vous allez comprendre pourquoi. Il faut mettre le visuel sur Internet, sinon vous loupez quelque chose. Sud Radio. Ah oui, parce que j'ai un cadeau, voilà, j'ai mis des oreilles, enfin des comment des cornes. Des cornes. Non, des bois. Ah non, des bois. Des bois. Bah oui. Non, des cornes. Des cornes. J'ai peut-être des cornes, mais je le sais pas. D'ailleurs, c'est des bois de Rennes. J'ai mis, justement parce qu'on vous offre 2 places. Il est malin. Écoutez, on vous offre 2 places pour le spectacle des Chevaliers du Fiel à Rennes. Magnifique. Vous voyez le truc. On prend le jeu de mots. Ah bah voilà, le jeu Je l'ai de mots. calculé dans cette émission. Bah oui, vous allez voir. C'est à Rennes, mais Cécile n'est pas vilaine. Parce que Rennes, c'est dans l'île-et-Vilaine. Ah oui, d'accord. Oh là là. Allez, en tout cas, vous allez avoir la chance d'aller voir le tout nouveau spectacle Vacances à Dubaï en tournée dans toute la France, les Chevaliers du Fiel que vous retrouvez tous les jours de 17h à 18h sur Sud Radio. Font leur grand retour sur scène et sur Sud Radio chaque jour à partir de 17h. Je viens de le dire, mais j'avais pas vu que ça a été écrit. Donc bêtement, Vous connaissez la grille, Cécile, c'est très bien. Bravo. C'est ça. Et Philippe, il connaît le grille parce que c'est la viande, tu vois. Exactement. Alors, pour remporter ce très joli cadeau, parce que je pense que vous allez bien vous amuser et nous, on aimerait bien y aller, vous allez envoyer SAPIN, SAPIN par SMS au 7 20 18, 7 20 18 et peut-être que vous aurez l'occasion d'avoir des gros bisous de nos amis les Chevaliers du Fiel. En tout cas, pour ce beau truc, spectacle, c'est ce numéro de téléphone, c'est ce numéro, le 7 20 18. 7 20 18, voilà, comme quoi j'ai pas de mémoire. Sapin au 7 20 18. Sapin au 7 20 18. C'est 7 quand même 20 18. pourtant pas compliqué. Bon, je vais enlever les cornes et tout de suite, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et ce Noël 2025 pourrait être le plus froid depuis 15 ans, avec de la neige un petit peu partout en France et des routes déjà bloquées dans certaines régions du sud-ouest. Antoine Dizy. Avec 3 degrés contre 6 degrés pour les normales de saison, ce 25 décembre devrait être le Noël le plus froid depuis 2010, à cause d'une poche d'air froid en altitude qui traverse la France. Et comme si la neige ne suffisait pas, certaines régions doivent aussi faire face à des inondations. L'Hérault, par exemple, placé sous vigilance rouge jusqu'à demain. Direction Espalion, une petite ville de 4600 habitants. Hier soir, 140 personnes ont été accueillies dans le gymnase de la ville à cause de la neige. Éric Picard, maire d'Espalion, est avec nous. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes malheureusement déjà habitué aux crues, mais la neige vous a surpris.
Alors c'est vrai que la conjonction de ces deux phénomènes, une crue très importante qui a touché toute la ville et toute la vallée du Lot, conjuguée à cet épisode de froid très particulier qui l'a suivi, a conjugué à mettre en place de nombreuses actions pour pouvoir accueillir des gens qui étaient en détresse sur la route. On parle de 140 personnes, ce sont des administrés ou ce sont des gens de passage en fait? Pas du tout, ça n'était que des gens de passage. Sur les inondations, les gens sont habitués chez nous à subir des phénomènes d'inondation. Mais voilà, toutes les routes étaient bloquées car il y a eu un phénomène de neige très intense sur une période très brève. Et donc les déneigeuses n'ont pas eu le temps de faire le nécessaire. Et les gens se sont retrouvés complètement coincés. Nos structures touristiques ont été prises d'assaut. Et ensuite, il n'a resté que la mairie pour pouvoir accueillir les gens et les héberger au mieux, à la fois dans le gymnase intercommunal, mais aussi sur les collèges publics et privés, et également dans les locaux de la mairie. D'accord. Et 30 000 habitants ont été privés d'électricité dans ce très beau département de l'Aveyron. Est-ce que vous avez été touché et est-ce que c'est rétabli partout ou à moitié ou un quart où en est le rétablissement s'il a commencé? Alors, dans le département, il y a encore toujours 30 000 personnes qui sont privées d'électricité. Sur notre commune, la situation semble s'améliorer rapidement. Je pense que tout le nécessaire a été fait. Les services d'Enedis, franchement, font un véritable travail de remise en état rapide. Simplement, nous avons encore beaucoup de dégâts liés à la neige et notamment des câbles électriques qui pendent un peu partout, qui nous ont conduit à fermer certaines routes. Monsieur le maire, les aléas climatiques qui sont de plus en plus nombreux, on réfléchit en tant que maire différemment. C'est malgré tout, est-ce qu'on peut quand même anticiper des choses? Alors sur ce qui est des inondations, nous en général on prévient entre 48 heures à 24 heures à l'avance. Donc les populations sont largement informées du risque potentiel d'inondation et il y a une culture du risque. Donc au-delà des dégâts matériels malheureusement qu'on a à subir, la mise en sécurité des populations est parfaitement assurée. Mais sur l'urbain, est-ce qu'il y a des choses à transformer qui feraient que les crues seraient moins dommageables, en tout cas pour la commune? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est trop cher ou est-ce que c'est totalement impossible? Alors, c'est illusoire de croire que certains aménagements pourront largement améliorer la vitesse de circulation des eaux. Alors on peut parler d'urbanisation, mais nous on vit quand même dans une zone très rurale où l'impact de l'urbanisation sur les crues est considéré comme insignifiant. Merci en tout cas, monsieur le maire, d'avoir eu la gentillesse de répondre à nos questions. Bien entendu, on vous souhaite de retrouver une situation plus agréable, en tout cas pour ces fêtes de fin d'année. On vous souhaite, vous et à vos administrés, des très belles fêtes. Merci Éric Picard, maire de Espalion, c'est en l'Aveyron. Vous restez avec nous dans un instant. Le coup de gueule de Philippe David. Vous êtes content aujourd'hui? En ce moment, vous râlez pas mal. Alors là, je vais beaucoup râler. On peut perdre son job pour ne pas avoir respecté la charia. Pas en Arabie Saoudite ou en Iran, mais en France. On en parle dans un instant. En attendant, parlons argent. On va parler argent avec notre ami Tom Abinet. C'est la suite avec les incontournables de l'argent. Et on se retrouve juste après. Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner. 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Trois corps de rêve. Non, je vais dire corpulence. Oui, en effet, c'est ça. Trois cerveaux totalement différents, mais plutôt assez compatibles. Parce que je suis le plus musclé des trois. Bien sûr, c'est sûr. Cérébralement, probablement. Ah non, c'est ça, je parle du corps. L'autre, là, c'est un muscle et deux cerveaux. Il m'a dit que j'étais le plus séduisant. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas allée chez l'ophtalmo. Non, mais c'est vrai qu'en même temps, il a les yeux bleus comme ça, c'est un vrai atout. Tu vois, moi j'aurais bien aimé avoir les yeux bleus. Daniel Craig, je faisais la doublure de Daniel Craig dans James Bond. C'est ça. C'est vrai, vous avez les yeux bleus. Vous avez les yeux bleus. Bruno Pomar, Mickaël Sadoun avec nous. Et c'est bientôt Noël, donc on est un peu détendu. Philippe David, pour le coup, il n'est pas du tout détendu, il est tiré comme une arbalète. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un grand village, puisqu'il s'agit d'Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. Pourquoi Issy-les-Moulineaux? Parce que c'est dans cette ville que se trouve le siège de la filiale française de l'entreprise de sécurité suédoise Securitas.
et que certaines formations que cette entreprise délivre m'ont laissé pantois, alors qu'il y a quelques jours, dans les Vraies Voix d'ailleurs, nous célébrions les 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État qui a mis en place la laïcité en France. En effet, dans un article publié hier par Valeurs Actuelles, on apprend que 3 salariés ont été licenciés parce que, je cite, ne correspondant plus aux valeurs du groupe. Jusque-là, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais vu les valeurs, des guillemets s'imposent, que les licenciés ont refusé d'appliquer, on a envie de leur dire bravo pour leur courage. Lors d'une formation dispensée l'été dernier aux agents opérant dans les entrepôts Amazon, une phrase tirée du référentiel disait en effet ceci, je cite. En accord avec la loi de la charia, autant que possible, les premiers secours doivent uniquement être administrés par une personne du même genre que la victime. Vous avez bien entendu. 3 salariés ont alerté à leur supérieur avec des arguments impossibles à contredire, comme quoi, quand il faut porter secours, c'est la personne la plus proche qui y va, peu importe son sexe et celui du blessé, sinon c'est de la non-assistance à personne en danger. Voilà pour l'aspect moral et juridique. Pour le reste, ils ont invoqué l'égalité homme-femme, la laïcité, la Constitution et leurs valeurs personnelles. Mais peu importe tous ces arguments aussi imparables les uns que les autres, les 3 contrevenants ont été licenciés. Alors rappelons qu'en France, on ne choisit pas le sexe de son soignant, qui d'ailleurs se fout totalement de votre anatomie, tant il en a vu dans sa carrière. Si demain j'avais besoin d'un bouche à bouche pour me sauver la vie, je l'accepterais même d'un gros barbu qui viendrait de manger un sandwich au Munster sans avoir eu le temps de se brosser les dents, car la vie est plus importante qu'une bigoterie archaïque. Alors Amazon renvoie la responsabilité sur son prestataire Securitas, mais j'espère en tout cas que le responsable, quel qu'il soit, paiera très cher ces 3 licenciements devant le Conseil des prud'hommes. Ah oui, mais comment ne pas être d'accord avec ça? Je suis évidemment d'accord avec ça. Par contre, je pense qu'il y a une erreur dans la chronique, c'est que la loi de 1905 ne nous protège absolument pas de ça. Non. Parce que la loi de 1905, c'est une loi de séparation de l'Église et de l'État. Là, le problème, c'est que des églises et de l'État, et là, c'est pas un problème qui vient de l'État, c'est pas un problème qui vient de l'emprise de la religion sur une superstructure. C'est un problème qui vient d'une religion qui s'établit de plus en plus dans la société et qui finit par irriguer les mœurs des gens. C'est ça le vrai problème. D'ailleurs, tu parles d'une entreprise privée, tu parles d'Amazon. Donc, moi, je pense, à mon avis, que la loi de 1905... entreprises privées et étrangères en plus. Voilà, donc moi, je pense que la loi de 1905, elle est surannée et que justement, il faut totalement la modifier pour permettre de résoudre ce genre de problème. Voilà. Il faut fermer la porte à tous les risques qu'il peut y avoir dans ce domaine, c'est clair et net. Enfin, rien que tu me parles charia, là, ça m'a fait froid dans le dos, quoi. Oui. Moi, je cite l'article de Valeurs Actuelles. On peut le regarder, je l'ai. Non, mais je pense qu'il y a des dispositions à prendre. Il faut le faire dans le bon sens, je dirais, de ce que. Je trouve ça très grave. Moi, je trouve ça gravissime. Oui, très grave. Comment on peut faire passer la valeur de la vie humaine derrière une considération idéologique ou religieuse? Je comprends même pas que ça puisse passer. Oui, mais c'est clair, je suis sans voix même d'entendre ça, tu vois, j'avais pas vu le papier ni l'information. Ça veut dire qu'une femme qui peut perdre les os, on peut décider de ne pas la toucher. C'est passé à un moment donné, rappelez-vous, dans les hôpitaux, à un moment donné, il y a des médecins ou des médecins se sont fait frapper parce que pas ma femme. Le gynéco de garde, le gynéco-obstétricien de garde était un homme ce dimanche ou à 4h du matin, et ils disent, faut pas qu'un homme voit ma femme. Mais tant qu'on laissera faire, on fera d'où à peu près dans tout. Eh bien, on laisse faire tout ça et on voit qu'à un moment donné, ça irradie partout et on va se retrouver évidemment à un moment donné dans des situations catastrophiques. Surtout, faut-il le rappeler, n'importe quel médecin urgentiste, alors j'ai des amis médecins urgentistes et infirmiers, quand ils vont porter secours à quelqu'un sur la voie publique, ils se foutent du sexe de la personne. Ils ont vu tellement de personnes dans le plus simple appareil, sur les tables d'opération, etc. Pour sauver la personne. Mais qui s'en foutent, mais à peu près comme nous en radio, quand on voit un micro, une bonnette ou un casque. Ça leur fait le même effet. C'est impressionnant. Et attends, mais du coup, c'est incroyable. C'est-à-dire, les employés qui étaient plutôt pro-laïcité ont été virés, c'est ça? C'est ça. Absolument. Je trouve ça incroyable. Franchement, qui se sont dit, c'est-à-dire que si nous, on peut sauver une femme, parce que c'est visiblement ce sont 3 des hommes, on leur empêchera de le faire. Mais oui, non, mais attendez. Ils seront empêchés. C'est un truc de Cécile, ouf. vous preniez le cas où on perd les os. Là, parfois, il y a quand même un délai de quelques minutes, plus pour me décrire, mais quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, et qu'il faut un massage cardiaque, une défibrillation et un bouche à bouche. Moi, je l'ai dit, ça peut être un gros barbu qui vient de manger un sandwich au Munster, mais s'il me sauve la vie, je lui dis, mais il peut me faire le bouche à bouche. Si ça vous arrive ce soir, je ne ferai pas. Non, vous n'êtes pas gros, Mickaël Sadoun. Et je ne vous ferai pas également, si ça vous arrive ce soir, je vous le dis tout de suite. Pourtant, je suis secouriste, mais...
Ah ben, vous me leur seriez passé de vie à trépas. Je sais pas, peut-être aussi. C'est comme la blague. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tu vas mourir. Alors que je suis sûr que elle, Cécile, ne me sauverait pas. On est dans une dérive totale dans ce pays, sur tout un tas de valeurs. Mais moi, je sauverais n'importe qui est en train de mourir. Mais je me laisserais sauver avec grand plaisir. Bah, s'il faut, voilà. Mais n'y prenez pas goût. D'ailleurs, c'est vrai que je me sens un petit peu fatigué. Allez, les amis, dans un instant, la question du soir, puisque là aussi, le torchon brûle, si je puis dire. 21,9%, c'était le pourcentage de taxes que la Chine avait proposé. Et ben, ça va passer à 42,7%. En tout cas, on attend le mois de février sur ces droits de douane sur les produits laitiers européens. Un choc tarifaire qui frappe de plein fouet les exportateurs français de crème. Deuxième fournisseur du marché avec 50 000 tonnes expédiées chaque année. Et on vous pose cette question. Taxe chinoise sur les produits laitiers européens, l'Europe doit-elle riposter? Eh bien, vous dites oui à 68%. Vous êtes là pour la loi du talion. Vous êtes producteur laitier. Vous êtes durement sanctionné par les nouvelles taxes chinoises. Venez témoigner au 0826 300 300. Vous trouvez ça justement injuste? Eh ben c'est pareil. 0826 300 300, on vous attend. On est ensemble jusqu'à 19h30. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Nous sommes à 2 jours de Noël, voilà, un jour du réveillon, oui, voilà, et toujours pas de cadeaux. Bon, c'est toujours pas grave. Mais c'est vous mes cadeaux. Ah oui. Ouais. Mais vous savez, j'ai trouvé que Mickaël Sadoun a fait une phrase magnifique tout à l'heure. Il dit ça me gave. À une période de foie gras, je trouve que c'est une merveilleuse formule. J'ai jamais entendu parler avec autant de violence. Comment? J'ai jamais entendu parler avec autant de violence, Mickaël. Ah ouais, vous trouvez? Ça a été dur un peu. Échanger. Ça me gave. Je m'appelle pas avec les fêtes de Noël. Vous savez, je suis juif, donc je ne respecte pas ça. Il y avait la fête de... Oh, le foufou, il est foufou. Qu'est-ce qu'il est transgressé la violence? Mais les fêtes juives durent plus longtemps que les fêtes de Noël. 18 ans. Oui, une semaine. Oui, en effet. En tout cas, ils sont autour de la table. Mickaël Sadoun, Bruno Pomar, Philippe David, bien entendu, et vous, 0826 300 300. Tout de suite, la question du soir. Benoît Gavel est producteur de lait dans l'Eure. Il fournit un grand groupe laitier qui exporte ses produits à l'étranger. Mais depuis quelques jours, l'éleveur est inquiet. La Chine vient d'instaurer de nouvelles hausses de taxes, de 21 à 42% supplémentaires sur les produits laitiers importés. Si ça baisse plus, on va vraiment être très en dessous des coûts de production. La première variable d'ajustement, mais ça sera la rémunération de l'éleveur. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Les vraies voix Sud Radio. Et la magie a encore sonné. 0826 300 300. C'est Achour qui est avec nous d'Evry. Bonsoir Achour, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir tout le monde. Achour, votre avis, cette augmentation qui devrait arriver en février, si je ne m'abuse, de la Chine est très préoccupante quand même. Bon, maintenant le problème c'est que là on explique brièvement. Moi je me suis appuyé brièvement sur le sujet parce que j'ai entendu parler. Là, vous m'avez contacté pour pouvoir participer au sujet. Je me suis dit pourquoi pas. Maintenant le problème c'est qu'on n'explique pas pourquoi la Chine augmente les taxes. Parce que c'est par rapport aux subventions européennes qui ont été attribuées. Par rapport à une espèce de baisse de subventions qui a été attribuée, qui fait que ça met en concurrence les productions locales de la Chine. Oui, absolument. Oui, mais ça, on ne l'explique pas. Donc, le problème, c'est que comment est-ce qu'on peut riposter contre une puissance comme la Chine par rapport à ça? Ah, mais c'est difficile. Alors, attendez, Daniel est avec nous. Elle est là, la question, parce que mettre des taxes, c'est bien, mais si c'est pour qu'on ait un retour de bâton encore plus violent derrière, et je veux bien, il n'y a pas de souci, parce que là, on est en train de se battre, essayer de trouver des solutions, j'ai envie de dire. On n'est pas LVMH, parce que LVMH, eux, ce sont les seuls, justement, à pouvoir, justement, produire du luxe et se dire, c'est soit vous rentrez dans notre jeu, parce que personne n'est capable de faire du luxe comme dans le monde entier, on est les seuls. Nous, en termes de produits laitiers, il y a la Nouvelle-Zélande qui est en concurrence, il y en a plein. Donc, le problème, c'est de se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ont augmenté, ils décident d'augmenter ces taxes? Parce que nous, augmenter, on pourrait le faire aussi. Voilà. Mais après, il y a une telle hypocrisie avec la Chine, sachant qu'on achète énormément de choses en Chine, en plus nous aussi. Absolument. Beaucoup de choses sont fabriquées en Chine, mais c'est pas le débat. Donc moi, la question, c'est est-ce que
si on augmente les taxes, qu'est-ce qui va nous arriver en retour? Parce que alors bougez pas, Achour, bougez pas, restez avec nous. 0826 300 300. Daniel est avec nous. Achour, restez avec nous, bien entendu. Bonsoir Daniel, bienvenue. Bonsoir, Daniel. Vous êtes producteur laitier. Oui, je suis ancien producteur laitier, mais je viens de prendre la retraite là. Voilà, mais je suis encore dans le combat, si vous voulez. Qu'on vous souhaite excellente. On vous souhaite une très bonne retraite. Déjà, ça c'est la première des choses. Oui, merci. Et vous vendiez en Chine à l'époque quand vous n'étiez pas en retraite? Non, nous, de toute façon, la Chine, ça a été l'Eldorado. À un moment donné, on pensait qu'on pourrait vendre en Chine. Enfin, j'ai pas trop suivi exactement les dernières nouvelles, mais moi, ce que je comprends, je sais pas comment l'Europe va résister à la Chine. Le problème, il est là. Et aujourd'hui, on a un marché qu'on pourrait reprendre des consommateurs en France, mais à nous de nous donner la possibilité de vendre notre lait, en France. Et dans les administrations, les hôpitaux, tout ça, il y a beaucoup de travail à faire aujourd'hui que nos politiques ne font pas. Moi, c'est mon coup de gueule, ça serait ça, quoi. Alors, moi, je pense qu'on aurait beaucoup de moyens quand même de rétorsion. C'est simplement que l'Europe ne le veut pas parce qu'il n'y a aucune volonté politique. Mais c'est pas récent, ça fait quand même des années. Parce qu'Achour disait la Chine ne fait que réagir à des subventions à entreprises européennes. C'est pas vrai. Ça fait depuis au moins 30 ans que la Chine ne se soumet à aucune règle de la mondialisation qu'elle a pourtant voulu intégrer. Nous, on est encore un continent plus riche que la Chine. Elle a même intégré l'OMC il y a une vingtaine d'années. Exactement. Elle ne se soumet pas aux règles qui sont imposées par l'OMC, c'est-à-dire l'abattement globalement des droits de douane pour accéder à cette mondialisation. Donc nous, continent riche, nous fournissons en gros des sous à la Chine en important, des produits qui en général, désolé de le dire comme ça, sont des daubes, ne sont pas aux normes, sont produits par des esclaves. Donc il y a un moment où l'Europe a quand même des moyens de rétorsion et elle a le moyen de dire non. Donc simplement, il faut une volonté politique. Si l'Europe ne dit pas non, il faudra un jour que la France reprenne ses droits en matière commerciale et dise non toute seule, parce qu'il est hors de question qu'on continue de donner de l'argent à un pays qui ne nous veut aucun bien et qui continue de s'enrichir en nous abreuvant de mauvais produits au détriment de notre santé. Personne d'ailleurs. Achour et Daniel, vous êtes en ligne, vous êtes à l'antenne, donc si vous voulez réagir, vous pouvez. Alors deux choses. Premièrement, la Chine, l'argument des subventions est fallacieux, c'est qu'en fait la Chine rend la monnaie de la pièce pour la taxation des véhicules électriques chinois qui arrivent en Europe et qui ont été légèrement taxés, mais moins que ne le sont les véhicules européens qui arrivent en Chine. Mais il y a quand même une question qui se pose. C'est que Michael Sadoun avait raison quand il disait qu'il n'y avait pas de volonté politique. Pourquoi? Parce que Thierry Breton, et Dieu sait si je suis à peu près aussi souvent d'accord avec Thierry Breton qu'avec Éric Coquerel. Oui, aujourd'hui, je suis d'accord avec Thierry Breton et avec Éric Coquerel. Et je n'ai rien vu. Je suis d'accord avec les deux le même jour. Il a viré. Thierry Breton a dit hier, je crois, ou ce matin, je ne sais plus, peu importe, il y en a marre que l'Europe soit dirigée uniquement pour les intérêts allemands. Qui était dans le viseur de Thierry Breton, évidemment, von der Leyen, qui est là pour défendre les intérêts allemands. Parce que, je le dis, je le répète, que les agriculteurs français mettent la clé sous la porte, les Allemands s'en foutent, ce qu'ils veulent, c'est vendre des machines-outils et des berlines de luxe en Chine ou au Brésil ou en Argentine, etc. Donc les intérêts français ne sont absolument pas défendus parce que les Français déjà envoient toujours les plus mauvais à Bruxelles. La preuve, désolé, je vais encore être méchant, tant pis, mais Stéphane Séjourné, commissaire, vice-président en charge du commerce, alors qu'il n'a jamais travaillé dans une entreprise de sa vie et que pour lui une usine c'est rendez-vous en terre inconnue, permettez-moi de vous dire que c'est à pleurer de rire. Non mais il faut être un peu sérieux. En France, on envoie les plus mauvais, dès lors on planque les copains parce que tu as perdu ton poste de député, on te met au Parlement européen ou à la Commission européenne, etc. Donc on envoie des mauvais, et on est mauvais parce qu'en plus on envoie des Eurobéas qui, comme disait le général de Gaulle, sautent comme des cabris en disant l'Europe, 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 et qui ne défendent jamais les intérêts français. Donc tant qu'on sera comme ça, évidemment on se fera flinguer. Achour, vous êtes d'accord avec eux? Honnêtement, c'est compliqué le sujet, j'ai envie de dire, parce que c'est très économique tout ça. Oui, j'entends que s'ils augmentent les taxes de douane, automatiquement les producteurs français vont subir des conséquences. Est-ce que nous, moi la question que je me pose, parce que moi je suis pas économiste, voilà, c'est quoi ces subventions qui au niveau de l'européenne qui sont attribuées, qui fait que ça fait concurrence à la production chinoise. Maintenant, vous me dites
que la Chine la Chine produit. Excusez-moi, mais la Chine subventionne certaines de ses productions. Tout le monde sait que l'acier chinois bénéficie d'aide de l'État chinois. Il est moitié moins cher. Voilà, c'est tout. En plus, oui. Ouais, faisons pareil alors. Oui, pourquoi pas. Oui, mais le problème c'est que c'est les Allemands qui décident. On n'est pas courageux. Ce qu'il en découlera par la suite. Oui, c'est les Allemands qui décident, évidemment, la politique commerciale. En plus, maintenant, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne. Les Allemands décident des choses que eux, pour eux, ne font même pas. Hein, vous voyez, c'est comme par exemple l'Allemagne qui achète des Rafales aux États-Unis. Non, des F-35. Oh, ah ouais. Non, mais voilà, excusez-moi, ma langue a fourché. On parle d'Europe, mais au lieu d'acheter des avions européens, ils vont acheter des. L'Allemagne, je veux dire, pour moi, c'est du poison en Europe. Bah oui, moi je suis d'accord, c'est bidon. C'est compliqué, ça devient compliqué. 27 pour décider, 27, ça devient difficile, ça devient compliqué. Non, mais je crois qu'il faut. Désolé, il y a un truc sur lequel il faut revenir. C'est que dans ce domaine, l'Europe est. C'est le problème. Quand on a fait l'Europe, au départ, l'Europe des 6, c'était la protection, la préférence communautaire. On avait nos agriculteurs qui étaient protégés et la PAC. Voilà. On est passé, quand les Anglais sont rentrés, à vouloir faire une vaste zone de libre-échange. Ce que c'est devenu. Et ce qui est plus drôle. Ça tenait encore. Hein. Ça a tenu jusqu'à l'acte unique pour moi, l'Europe. Jusqu'à 92. Mais le plus drôle, 86, l'acte unique qui est entré en vigueur en 92 avec le marché unique. C'est ça, exactement. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que les Anglais ont dit goodbye et qu'on continue avec une Europe anglaise, sachant que les Anglais nous ont dit, écoutez, l'Europe c'est pas assez bien, et moi je défends le droit qu'ils aient eu de faire le Brexit. Moi je n'ai pas de tabou, un Frexit, un référendum sur le Frexit ne me poserait aucun problème. Faut dire que c'est pas l'Eldorado non plus depuis. Il faut être honnête. Non, mais c'est pas l'enfer. C'est pas l'enfer non plus. Je suis d'accord. Les gens qui décrivent une situation catastrophique. Excusez-moi, alors Nathalie Loiseau, quand vous lisez ces tweets, vous êtes à pleurer de rire parce que, désolé de le dire, mais les Français qui vont en Angleterre, ils y vont pour bosser. Les Anglais qui viennent en France, ils viennent pour y passer leur retraite. 2 salles, 2 ambiances. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais bon, ils n'ont pas réduit leur immigration et leurs problèmes économiques sont un peu toujours là. Ils ont des problèmes de main-d'œuvre. Bon, c'est quand même compliqué. Mais la question, c'est de savoir aussi que, désolé, moi je suis pas un qu'est-ce qu'elle nous rapporte aujourd'hui, cette Europe ? Ce qu'elle nous apporte, c'est quand même une relative stabilité monétaire. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire que la France, elle peut s'endetter beaucoup parce que vous savez, sur les marchés financiers, quand on émet de la dette, les gens, ils achètent encore de la dette française parce qu'ils disent quand on achète de la dette française, on va être remboursé en euros. Et l'euro, c'est une monnaie solide. Donc en fait, nous, on s'appuie sur la stabilité monétaire de tous nos alliés du Nord, de l'Allemagne et des pays scandinaves, etc. Et tout. Mais c'est grâce à ça qu'on peut s'endetter comme on s'endette. Sinon, on serait, désolé de le dire, on serait à la street. Alors, non, ce serait un peu différent. Parce que je peux vous dire, vous permettez. Dans notre situation économique et financière, on aurait des taux d'intérêt très supérieurs. Oui, mais je peux vous dire ce qu'on aurait fait si on n'avait pas fait l'euro. On aurait dévalué le franc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Ça, c'est vrai. Les Italiens. Pour financer des politiques socialistes de Mitterrand. C'est quand même un autre sujet. On n'aurait pas non plus à subir les politiques européennes aujourd'hui qui ne nous conviennent pas. Comme ça, c'est sûr, par exemple. Parce que ça aussi, ça va nous coûter de l'argent. C'est une prison dorée. Mais pour reprendre ce que disait Cécile. Intelligemment. Mais très intelligemment, même, je plus sois. Quand la Grèce n'aurait jamais fait faillite si elle n'avait pas été en l'euro. La Grèce, elle aurait gardé la drachme, elle aurait dévalué 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Mais attendez, je peux vous poser une question. Quelle était la parité entre la lire italienne, alors j'allais souvent en Italie à l'époque, entre la lire italienne et l'euro? Le franc, c'était 6,55, 957. La lire, c'était pratiquement 2000. Je crois que c'était 1982 lires ou 1980 et quelques pour faire 1 euro. Parce que la lire ne valait rien. Mais les Italiens, ils vivaient mal. Mais les Italiens, ils vivaient pas mal du tout. Ça a amené de la stabilité, l'euro, quand même. On peut pas non plus. Oui, mais ça a amené de la stabilité, mais ça a amené la désindustrialisation de la France. Non, mais surtout que si tu parles de la Grèce, la situation économique de la Grèce était très mauvaise avant l'euro, à tel point qu'ils ont dû maquiller leur compte pour intégrer l'euro. Donc c'est pour te dire comme ils étaient bancals. Et surtout la perte d'énormément de pouvoir. Mais ça c'est insupportable. Ça c'est le vrai problème de l'Europe, c'est que ça a enlevé du pouvoir au peuple et que ça a fait en sorte qu'on ne vive plus tout à fait dans une démocratie parce que les gens qui décident vraiment sont des gens qui ne sont pas élus par le peuple. C'est ça le cœur du problème du truc, c'est qu'on fait croire aux gens qui peuvent voter pour telle ou telle personne, ça a changé les sujets d'économie, d'immigration, de sécurité, etc. Mais en vérité, la majorité des sujets sont faits par l'Europe. Et par les technos.
Qui se retrouvent dans les grandes entreprises ensuite. Bien sûr, mais je suis d'accord. Mais rappelons-nous Et quand en même plus, une ils chose. parlent même pas notre langue. Mais tu rigoles, mais ça c'est vrai. compte. Mais ça compte. Mais ça compte énormément. Mais pour revenir sur une chose, je le dis, on aurait dévalué le franc. C'était un rapport du FMI. Printemps 2017 de mémoire. On se dépêche. Qui disait que l'euro était sous-évalué de 18% pour l'Allemagne et surévalué de 6,7% pour la France. Pour expliquer aux auditeurs, vous avez deux sauteurs en hauteur, un Allemand et un Français, ils sont tous les deux 2 mètres. L'Allemand, vous lui piquez avec un produit dopant qui lui fait sauter à 2,36 m. Et le Français, vous lui mettez un sac à dos qui lui fait sauter 1,87 m. Cherchez l'erreur. Voilà. C'est ça. L'euro, ça a été le marque qui a changé de nom et aujourd'hui, on a payé avec la mort de notre industrie parce qu'on est au niveau de la Grèce à 9% du PIB et maintenant on a la mort de notre agriculture. Mais dire ça, c'est être eurosceptique, ringard, dépassé. Oui, mais je crois qu'il y en a de plus en plus. Achour, est-ce que vous avez apprécié ce cours d'économie? On va dire un peu. Et le soir, on te... On va dire un peu. Mais oui, mais de toute façon, on en apprend chaque jour, de toute manière. Voilà, il y a... Surtout sur Sud Radio. Chaque jour. Mais bon. Après, l'Europe, comme on dit, pour résumer, l'Europe, oui, c'est bien. À partir du moment que tout le monde s'en sort. Le problème, c'est que, comme on dit, l'Europe, pour une question économique, pour comment dire, un soutien global économique, parce que plus on est fort par rapport au reste du monde. Mais après, le problème, c'est que est-ce que nous, Français, pouvoir politique français, on peut décider de ce que l'on veut tout en restant dans l'Europe? C'est ça le plus important. Merci en tout cas, Achour. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Et la magie. Le sapin de Noël Sud Radio. Et qui va remporter un très joli cadeau? C'est Nathalie qui nous appelle de Nantes. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. On est très heureux de vous accueillir sur Sud Radio. Merci à vous également. Nathalie, vous avez beaucoup de chance puisque vous allez pouvoir remporter un très beau cadeau qu'on est allé chercher sous le sapin de Sud Radio. Vous avez remporté 2 places pour le spectacle des Chevaliers du Fiel à Rennes. Ça c'est cool. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. Vous allez aller voir le tout nouveau spectacle de nos amis. Vacances à Dubaï en tournée dans toute la France. Les Chevaliers du Fiel font leur grand retour sur scène avec Sud Radio, bien entendu, que vous pouvez redécouvrir chaque jour à partir de 17h. De l'humour. Et j'ai envie de dire bravo Nathalie. Merci beaucoup à vous dans tous les cas. Super. Nathalie, la tradition oblige. Le cri de la joie, attention, ça va être à vous. Il y a des concours, donc essayez de le gagner. Ça attention. Marche. Je suis prête. C'est à vous. Ouais, super. Peut-être un cri de la joie, en effet. Nathalie, une question. Vous pouvez nous le faire en breton, le cri de la joie? Je recommence. Allez-y. Je suis plutôt du Nord. Allez-y. Ouais. C'est un bon breton. Nathalie, merci en tout cas beaucoup de votre merci de votre fidélité. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci cette belle fidélité à Sud Radio et à très bientôt. Merci beaucoup Bruno Pomar. Merci beaucoup Mickaël Sadoun. Merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant. On va parler Philippe David de la saison de ski. Oui, on va parler des emplois dans les vraies voies de l'emploi dans les stations de ski. On va aller dans les Pyrénées avec Peyragudes à cheval entre les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. Très joli. On va partir du côté des Alpes du Sud avec Oron, Isola 2000 et Saint-Dalmas-le-Selvage. Et on parlera également des secours avec notre ami Éric Brocardi, porte-parole des pompiers. Voilà, je vais mettre mes après-ski et on arrive dans un instant. À tout de suite. Je vais chercher le vin chaud. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette année, les plus beaux cadeaux sont au pied du sapin Sud Radio. Envoyez dès maintenant sapin au 72018. Sapin au 72018 et jusqu'à Noël, gagnez à tout moment votre station météo connectée SW404 de Lacrosse Technologies, le leader français des données météo.